Daniel, je veux te poser des questions difficiles, d'accord? En quoi la communauté juive a-t-elle échoué? Nous regardons nos jeunes dans la vingtaine et la trentaine et ils sont pratiquement absents. Je viens juste d'avoir au téléphone probablement le directeur le plus influent de tout New York et du New Jersey. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'y a personne qui a un plan. Aujourd'hui, sur Quad Interview, j'ai l'immense honneur de m'entretenir avec Daniel Rosen, qui est le cofondateur et président d'Impact, qui organise la nouvelle génération et les aide à lutter contre l'antisémitisme. Daniel, bienvenue dans l'émission. Merci de m'avoir invité, je vous en suis très reconnaissant. Daniel, je veux te poser des questions difficiles, d'accord? Bien sûr. Et la première question que j'ai est: comment la communauté juive a-t-elle laissé tomber la nouvelle génération? Quel est le problème que vous essayez de résoudre ici? C'est en fait une excellente question et c'est justement quelque chose dans lequel nous sommes très impliqués en ce moment. Et la réponse simple, c'est que ces 30 à 40 dernières années, pour de nombreuses raisons, pour diverses raisons dont nous pourrions parler ou pas, mais pour diverses raisons, on n'a pas appris à nos jeunes qu'il leur revient de prendre la parole, de raconter leur histoire, de s'engager civiquement. Donc, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas éduqués de cette manière. Mais Daniel, le problème n'est-il pas qu'ils ne connaissent pas leur histoire? Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas la raconter, mais qu'ils ne la connaissent pas parce que personne ne la leur a apprise. Donc, dans certains cas, c'est le problème. Dans d'autres cas, ils la connaissent peut-être, la connaissent dans une certaine mesure, mais ils ne se sentent pas assez confiants pour en parler, ou ils n'en ont pas envie, ou c'est trop difficile d'en parler, ou ils ne veulent pas en parler. Il existe de nombreuses versions différentes de cette question précise. Mais plus important encore, pendant ces mêmes 40 années, leurs opposants ou ennemis, selon la façon dont vous voulez les qualifier, ont fait exactement le contraire. Ils se sont organisés, ils ont enseigné, euh, ils ont formé leurs gens de sorte que ce que nous voyons aujourd'hui avec cette montée de la DSA, avec Mamdani et avec, vous savez, même avant cela, Ilhan Omar, Rashida Talib, d'autres et AOC et tout cela, on peut dire que ce sont en quelque sorte les fruits de leur travail. Bien sûr. Exactement. Donc, pendant cette même période, alors que nous avons relâché nos efforts et changé notre priorité, ils ont fait l'inverse. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ce que nous devons faire, en gros, c'est de éduquer toute une nouvelle génération de jeunes afin qu'ils comprennent que c'est en fait leur responsabilité. Ils doivent apprendre, ils doivent agir et ils doivent comprendre que cela dépend d'eux. C'est à eux de faire ces choses. Et donc, vous savez, quand on regarde la situation aujourd'hui, on regarde les jeunes de la vingtaine et de la trentaine et ils sont, pour ainsi dire, aux abonnés absents. Ils manquent à l'appel. Et la question est, où sont-ils? Pourquoi ne se manifestent-ils pas? Pourquoi ne se mobilisent-ils pas? Où sont-ils? On peut discuter des raisons, mais le fait est qu'ils ne sont pas là. Et ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons invariablement à chaque rassemblement, chaque manifestation, en ligne ou hors ligne. Ce que nous voyons, ce sont les personnes d'âge moyen et les plus âgées qui se présentent. Nous avons justement participé à un rassemblement dimanche dernier devant la bibliothèque de New York. 50 personnes sont venues. Et encore une fois, De quoi parlait le rassemblement? c'était essentiellement par solidarité avec le peuple juif. C'était une alliance d'Afro-Américains, d'Hispaniques et de Juifs qui se sont réunis pour dire que l'antisémitisme, la haine des Juifs, j'aime bien appeler ça la haine des Juifs, est inacceptable dans notre ville. C'était ça le but et il faisait une chaleur écrasante. Ce dimanche-là, nous avons réussi à faire venir 150 personnes, C'est bien. ce qui était sympa, d'accord? Mais le fait est que 95 de ces personnes étaient d'âge mûr ou âgées. Et donc, nous avons assisté à, vous savez, une douzaine de ce genre d'événements ces derniers mois. Et encore une fois, c'est la même histoire. Ce sont des personnes d'âge moyen et plus âgées. Alors, où sont les personnes dans la vingtaine et la trentaine? Encore une fois, elles sont absentes. Et donc, Donald Rumsfeld a dit un jour de façon célèbre qu'on part en guerre avec l'armée qu'on a. En reconnaissant cela, nous devons vraiment nous concentrer sur les personnes qui sont prêtes à s'organiser, à se mobiliser et à s'exprimer. Et ce sont les personnes de 55 ans
et plus. Donc, en parlant des défis d'aujourd'hui et en les comparant, puis en réfléchissant aussi à la façon dont nous envisageons demain, nous avons deux choses qui se passent en même temps. Mais la question est, comment impliquer alors les jeunes? D'accord, c'est super, il faut le faire. Tout le monde a dormi jusque-là. De l'autre côté, l'ennemi, eux, ils planifient et ils recrutent. Et maintenant, on commence avec un handicap, disons, avec une génération plus âgée. Peut-être même avec les plus jeunes, avant l'université, ou les étudiants qui souffrent en ce moment. Comment fait-on? Comment ramène-t-on notre peuple? Et qu'est-ce que vous faites? Quelles sont certaines des choses que vous mettez en place pour y parvenir? Eh bien, encore une fois, c'est une excellente question. En ce moment, encore une fois, en parallèle, nous travaillons sur un problème d'aujourd'hui et nous réfléchissons à comment le résoudre pour demain. Et Impact travaille avec au moins 10 lycées juifs locaux différents en ce moment, pendant que nous parlons, afin de vraiment littéralement changer le programme scolaire. Au point où la mission des écoles, la mission du programme éducatif est, en plus des études générales et des études juives, c'est d'inculquer à chaque élève cette idée que la responsabilité civique leur incombe. Et donc, lorsqu'il y a une élection qui compte, ils sont impliqués. Quand il s'agit de s'engager et de frapper aux portes, ils comprennent que cela dépend d'eux, peu importe où ils en sont dans la vie, que ce n'est pas à quelqu'un d'autre de le faire. Et donc, il y a environ 7 000 enfants juifs issus des milieux orthodoxes et massortis qui obtiennent leur diplôme chaque année dans la région de New York et du New Jersey. 7 000 par an. Donc, si nous commençons en classe de troisième, au moment où ils arrivent en terminale et qu'ils obtiennent leur diplôme, nous pouvons faire sortir 7 000 jeunes chaque année. Si vous multipliez cela par 4 ans, vous parlez d'environ 30 000 jeunes qui seront préparés pour l'avenir, vous savez, pour la suite. Et évidemment, multipliez encore ce chiffre. Et cela ne concerne que ce petit groupe du monde orthodoxe moderne et massorti. Mais quand vous élargissez cela à, vous savez, des mouvements comme l'USI, qui relèvent du courant massorti, ou des organisations comme le BBYO, qui relèvent du judaïsme libéral, ou des programmes de type Birthright, nous, la communauté juive, sommes en fait assez organisés. Hmm, Que ce soit avec les synagogues, que ce soit avec les écoles. Donc, il s'agit de mobiliser ces jeunes. oui. Et donc, en ce moment même, pendant que nous parlons, je viens tout juste d'avoir au téléphone entre hier et aujourd'hui deux des meilleurs directeurs de cette région. Et nous prévoyons, spoiler alert, nous prévoyons en octobre d'organiser un méga rassemblement à New York. Et nous espérons faire venir 20 000 personnes. Waouh! Et ce sera principalement axé sur les étudiants et nous allons élargir l'événement et cela sera, espérons-le, un point de départ. Ça a l'air génial. Et construire à partir de là. Nous allons construire tout au long de l'année et le programme sera axé sur cela car cela fait partie du processus éducatif. Et donc, en pensant à demain, c'est ainsi que nous allons construire notre armée. Ça, eh bien, ça a l'air génial. Mais laissez-moi vous poser une question. Le 7 octobre a-t-il réveillé tout le monde ou bien a-t-il été un moment de démoralisation pour la communauté juive? Ça dépend à qui vous demandez, d'accord? Ça dépend de quelle catégorie de la communauté juive vous parlez. Avec les jeunes. Encore une fois, les jeunes, tout le monde a été pris au dépourvu, tu sais. Les jeunes sont, encore une fois, la question est quelle est votre priorité? Quelle est votre priorité? Et encore une fois, où sont les gens dans la vingtaine? Où sont-ils? Où sont les trentenaires? On ne sait pas où ils sont. Mais ils ne s'impliquent certainement pas. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des belles exceptions, vous savez, mais encore une fois, on peut pointer du doigt si on veut. Je pense pas que ça aide. Je pense que beaucoup de gens ont été, j'aime utiliser le mot recalibrés et comprennent la nouvelle période que nous traversons. Mais je ne peux pas répondre directement à cette question. Ça dépend de la personne à qui on s'adresse. Dans de nombreux cas, oui. Dans d'autres, non. Non, parce qu'il y a ce phénomène du juif du 8 octobre, qui sont essentiellement des personnes qui pensaient que l'antisémitisme était quelque chose tiré d'un livre d'histoire, qui ne l'avaient jamais vraiment vécu. Et tout à coup, le 8 octobre, quand il y a, vous savez, des groupes hostiles qui perturbent les veillées pour le massacre du 7 octobre, et quand Israël n'a même pas encore riposté et qu'il nous blâme, je pense que oui.
Je suis d'accord avec toi, c'était différentes parties de la communauté, mais il y a beaucoup de jeunes qui se sont réveillés en se disant: «Eh bien, ils ont fait de moi un juif». Eh ben, je pense qu'il y a des dizaines de milliers de personnes exactement comme ça. Oui. Je peux parler en mon nom, d'accord? Moi, quand j'étais étudiant à NYU, j'étais un militant à l'époque de la deuxième intifada. Et puis, j'ai obtenu mon diplôme en 2002. Et c'est tout. Je travaille dans le secteur privé depuis. En fait, vous pouvez voir mon magnifique bureau où je suis assis en ce moment. Je suis toujours dans le secteur privé. Cependant, après le 7 octobre et le 8 octobre, ce que nous avons vu, exactement comme tu l'as décrit, j'ai compris personnellement que je ne pouvais plus rester en retrait. Je dois m'engager. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je me considère comme l'une de ces personnes. Et donc, il y a des milliers de personnes qui l'ont vraiment fait. Et encore une fois, ce que nous voyons maintenant, ce qui est encourageant, c'est quelque chose que nous n'avons pas vu au cours des 2 dernières années et demie, ni au cours du dernier semestre. Nous avons commencé à voir une convergence de différentes personnes, de différents groupes qui font un excellent travail, un travail sur le terrain en organisant des rassemblements. Je peux vous donner un exemple. Ce que nous venons de voir ce dimanche dernier, je vous l'ai décrit. Le 6 septembre prochain, il y a un grand événement qui va avoir lieu. Le 9 septembre, un autre événement aura lieu. Encore une fois, il s'agira d'une marche. Il y a eu au moins une douzaine de rassemblements au cours des derniers mois. Et vous avez des groupes comme Impact, comme nous, ou comme End Jew Hatred, Oui. un autre groupe qui a vraiment pris, disons, l'initiative sur ce sujet, mais vous voyez quelque chose de différent maintenant par rapport à il y a un an. Donc les gens se sont réveillés. Oui. Et c'est ce que nous constatons. C'est très intéressant, Daniel. J'ai vu que tu as participé à la manifestation contre le boycott des produits venant d'Israël que tu as vu dans un supermarché. Raconte-nous un peu cette histoire et explique-nous comment ce que vous avez fait a aidé. Il y a une coopérative appelée la Coop à Park Slope, Brooklyn. Ce sont des gens très progressistes. Et pendant des années, tu sais, des produits israéliens étaient dans ce genre de supermarché coopératif. Et ils ont décidé de lancer une campagne BDS et d'expulser les produits israéliens. Et donc, notre réponse, il y a eu différentes réactions. Notre réponse a été de contacter OSEM et de leur dire: Hey, on veut faire quelque chose. On appelait ça la Bamba Brigade. Et ils nous ont fait don de 10 000 sachets de Bamba et d'autres produits Beasley. Et nous, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 35 endroits différents à travers la ville, avec des équipes de 3 qui distribuaient du Bamba, distribuaient des feuilles de papier. Et le slogan qu'on a trouvé, c'était, vous savez, le BDS, c'est de l'intolérance. Oui. Et c'est essentiellement ce que nous avons fait. Donc, c'était notre réponse. Vous savez, on parlait avec des Américains moyens, on distribuait des Bamba, on distribuait des Beasley, on leur expliquait ce qu'est le BDS, ce qui ne va pas avec ça et pourquoi ce n'est pas juste. Et c'était notre réponse. Et nous étions aussi devant la coopérative en train de le faire. Mais nous avons choisi environ 35 endroits, que ce soit Penn Station, Times Square, devant la coopérative dans le Queens et à Brooklyn, en fait, dans les 5 arrondissements, nous faisions ça. Donc, nous avons redoublé d'efforts pour promouvoir les produits israéliens au lieu de les laisser être boycottés. C'est notre stratégie offensive. Exactement. Vous voulez nous nuire? Notre réponse, c'est que nous allons aider les entreprises. Oui. Et nous allons attirer l'attention. Donc, c'était un exemple d'action organisée. Et nous avons eu pas mal de couverture médiatique à ce sujet. Et pour nous, la plupart des choses que nous faisons, nous aimons obtenir une couverture médiatique parce que c'est comme ça qu'on influence le récit, n'est-ce pas? Parce que maintenant, des centaines de milliers de personnes ont découvert ce que nous faisions. Et nous avons mis en avant, vous savez, de notre point de vue, ce qui ne va pas avec le BDS et pourquoi la coopérative a tort. Et c'était notre réponse dans ce scénario particulier. Est-ce que tu es inquiète? Tu vis à New York. Est-ce que tu es inquiète de ce que tu vois autour de toi? Mandani, tout cet antisémitisme banalisé. Est-ce que tu... As-tu peur pour toi, pour ta famille? Est-ce que tu te demandes où tout cela va mener? Comment cela va-t-il finir? Alors, il y a beaucoup d'hystérie en ce moment. D'accord. Maintenant, je ne veux rien minimiser. La dernière chose que je veux faire, c'est minimiser quoi que ce soit. Et bien sûr, nous devons être très attentifs à l'évolution de la situation. Est-ce que je suis inquiet pour ma sécurité? Non, je ne le suis pas. Je ne le suis tout simplement pas. C'est la vérité. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça. Encore une fois, les gros titres des journaux donnent parfois l'impression que c'est peut-être un peu pire que ce que c'est réellement. En d'autres termes, chaque fois que quelqu'un est attaqué ou quelque chose comme ça, c'est une chose terrible. Mais si vous voulez une réponse honnête, je n'ai pas personnellement l'impression d'être visé. Manasseh. Je ne me promène pas avec une kippa. Oui. Donc, je ne sais pas ce que ça fait. Mais en tant que juif vivant en Amérique aujourd'hui, vivant à New York aujourd'hui, je ne me sens pas de la façon dont tu l'as décrit.
Mais ça ne veut pas dire que nous devons forcément, nous ne pouvons pas laisser cette tendance continuer. Certainement pas. Mais c'est mon avis. Donc Daniel, tu parles d'aller directement dans les écoles, dans les lycées et de modifier un peu le programme. Quelles sont les 3 principales compétences? Alors, quelles sont les 3 principales choses que tu veux apporter au programme juif actuel des écoles juives et qui n'y figurent pas aujourd'hui? La première serait que les jeunes comprennent que c'est à eux de prendre les choses en main, que c'est leur responsabilité de s'engager civiquement, que ce soit à travers différentes campagnes ou en s'impliquant en politique. Ce serait la première chose. Que lorsque des choses importantes se produisent, premièrement, ils sortent et votent, et deuxièmement, ils se mobilisent, distribuent des tracts, font du porte-à-porte. Et c'est un état d'esprit. Tu veux dire engager civiquement? C'est ça. Ce serait le 1er point. Le deuxième serait euh, de prendre la parole quand des choses se passent devant eux et de raconter leur histoire. Et le troisième serait d'être résilient face aux pressions auxquelles ils sont confrontés. Et avez-vous commencé à avoir quelque chose de différent maintenant ou est-ce que ça ne fait que commencer? Cela ne fait que commencer. D'accord. Ceci ne fait littéralement que commencer. Je viens juste d'avoir au téléphone probablement le directeur le plus influent de tout New York et du New Jersey dans le monde juif orthodoxe moderne, qui encore une fois compte 41 écoles, ce qui est significatif. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il n'y a personne qui a un plan. C'est le premier plan qu'il a réellement entendu qui peut vraiment faire une différence. Donc, c'est quelque chose qui ne fait que commencer, comme une information de dernière minute. Cela se passe pendant que nous parlons. Cela se passe en ce moment. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, il y aura d'autres conversations. Nous cherchons à organiser cet événement à nouveau en octobre, juste après la fin des vacances. Et ce sera un point de départ, vraiment un point de départ pour tout d'abord l'unité entre ces écoles. Et ceci n'est que le début, ce n'est pas la fin. Ensuite, il y aura un ajustement dans le programme scolaire. De cette façon, encore une fois, nous pourrons diplômer 7 000 étudiants. Et cela n'inclut pas les organisations plus laïques, conservatrices ou réformées. Ceci concerne uniquement les orthodoxes. Si nous l'élargissons, alors nous parlons d'un nombre bien plus important. Et je dois aussi vous dire, je ne peux pas donner de détails précis, mais il y a en ce moment tout un mouvement dans le monde des camps de vacances. Par exemple, le camp Rama. Avez-vous déjà entendu parler du camp Rama? Oui, absolument. Donc, le camp Rama a fait un excellent travail pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, une partie de cette mission a un peu changé. Il y a donc un véritable effort pour que nous puissions atteindre les enfants à travers les écoles juives et les lycées. Et ensuite, nous pouvons aussi les atteindre grâce au système de colonies de vacances. Et très souvent, dans le système des colonies de vacances, on a affaire à des jeunes plus sécularisés, on pourrait simplement dire, des jeunes. Donc il se passe quelque chose en ce moment même, pendant que nous parlons, qui va recentrer l'attention sur les colonies de vacances et l'inculcation. Éduquer les jeunes à comprendre quelles sont leurs responsabilités. Donc, c'est à travers le système éducatif pendant l'année ainsi que les colonies de vacances. Daniel, que penses-tu du rôle d'Israël, s'il y en a un dans ce que tu essayes de faire? Je veux dire, écoute, il y a de l'antisémitisme, peu importe Israël, nous le savons. Mais l'excuse commode en ce moment pour l'antisémitisme, c'est l'antisionisme, où, tu sais, la guerre a en quelque sorte accéléré quelque chose qui couvait déjà. Je veux dire, le 7 octobre n'a fait que révéler ce qui couvait déjà. Donc si c'est le cas, je veux dire, nous savons qu'Israël, l'antisémitisme et l'antisionisme sont liés. C'est juste une façon politiquement correcte d'être antisémite. Alors, en tant que pays, en tant que citoyen de ce pays, quel devrait être notre rôle dans la formation de la prochaine génération de leaders dans la diaspora? Alors écoute, les Juifs aux États-Unis doivent compter sur eux-mêmes. Mais dans un monde parfait, Israël reconnaîtrait à quel point ce débat est important. C'est un débat plus vaste. C'est le DSA. C'est le capitalisme contre le socialisme. Oui, c'est une lutte civilisationnelle. Exactement. Si le DSA gagne, ce que cela signifierait pour Israël, nous ne voulons même pas y penser. D'accord.
Donc, en fin de compte, ce qui se passe ici aux États-Unis dans cette lutte entre le socialisme et le capitalisme, on ne saurait trop insister sur son importance pour l'avenir d'Israël. Donc, soutenir ce que nous faisons ici, c'est comme, en fait, il y a en fait un lien direct qu'on peut tracer. Et la haine des Juifs, comme nous le savons, cela peut sembler être une répétition, mais ça commence par les Juifs et ça continue avec d'autres, encore et encore. Bien sûr. Et donc, Israël devrait consacrer d'énormes ressources à ce combat. Et les gens en parlent, ils murmurent à ce sujet, mais encore une fois, Israël a déjà tellement de choses à gérer. Je ne sais pas s'ils en sont capables, mais ils devraient vraiment y réfléchir sérieusement. Je recommanderais même un département quasi gouvernemental dédié à cela. Je ne parle pas de quelques bureaux. Je veux dire construire quelque chose du genre de la Sochnout. Eh bien, nous avons le ministère des Affaires de la diaspora. Peut-être qu'il devrait être réorganisé. Encore une fois, je vois les choses en beaucoup plus grand. Comme un bâtiment avec un engagement total envers ce type de combat. Je pense vraiment que c'est ce qui serait nécessaire. Encore une fois, en comprenant qu'Israël a beaucoup de choses sur les épaules, mais Mais quand même, je veux dire, Israël est le pays de tous les juifs dans le monde, une patrie pour tous les juifs. Et donc nous devrions nous sentir responsables des luttes des uns et des autres. C'est ce que nous avons toujours fait. Et c'est ce que nous devons continuer à faire. Daniel, tu sais, c'est vraiment impressionnant que quelqu'un comme toi, avec une carrière dans le secteur privé, ait mis de côté ses priorités personnelles pour vraiment se consacrer à la communauté. Tu sais, des réflexions ou des regrets? non, je veux dire, je parlais justement avec mon père qui, heureusement, travaille, je travaille encore avec lui, mon frère aussi. Je veux dire, ils ont passé pas mal de temps là-dessus aussi, tu sais. Mais j'ai dit, tu sais, je suis fier de moi d'avoir dit ça à ce moment-là. Tu sais, j'ai répondu à la question de ce que je ferais. Et c'est là-dessus que j'ai passé, je veux dire, beaucoup de temps. Et ça vient d'une tradition dans ma famille. Tu sais, du côté de ma mère est une militante jusqu'au bout des ongles et j'ai toujours été témoin de ça. Et puis du côté de mon père, tu sais, mon grand-père, tu sais, était un guerrier. Donc, j'ai ce genre de tradition et tu sais, aucun regret, c'est le défi de notre époque. Je dois faire tout ce que je peux pour riposter. C'est incroyable. Merci de relever ce défi. Nous avons hâte de voir la révolution que tu vas mener avec les jeunes. De voir, tu sais, une jeune génération de juifs fiers qui ne vont pas accepter l'antisémitisme qu'on leur lance, qui vont garder la tête haute et riposter. Merci beaucoup, Daniel Rosen d'Impact. Merci beaucoup de m'avoir invité.